Bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant les parties de shogi qui sont jouées dans le manga À quoi tu joues Ayumu, sorti aux éditions Nobinobi. Alors petite évolution par rapport à la première vidéo qui a été réalisée déjà sur le sujet, vous remarquerez que les coordonnées autour du plateau dorénavant sont lisibles en caractères romanji, donc en caractères occidentaux. Cela vous permettra de mieux vous repérer par rapport aux coordonnées qui sont utilisées dans le manga lui-même pour indiquer les déplacements des pièces. Donc en l'occurrence, lorsque vous avez un pion qui est indiqué par exemple pion 7F, eh bien il s'agit du pion qui est ici sur la colonne 7 et qu'on déplace sur la case F. Si on vous indique P3D, cela signifie que le pion P de la colonne 3 se déplace en case 3D. Lorsqu'il y a une prise, c'est indiqué avec une croix. Imaginons par exemple que notre fou qui est ici vienne attraper le fou adverse. Eh bien, on peut indiquer le fou qui prend en 2B. Alors, la notation internationale pour le fou, c'est un B. Ça peut paraître étrange, mais en fait, le B correspond à Bishop, qui est le nom du fou en anglais. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez comme notation B croix de B, ce qui signifie qu'il a attrapé le fou adverse. Au passage, puisqu'il est rentré dans le camp adverse, il a pu se promouvoir, comme nous l'avons vu lors de la précédente partie. Et donc lorsqu'il se promouvoit, on rajoute un plus derrière. Donc en fait, la notation exacte sera ici B croix 2B plus. Ces petites précisions concernant les notations étant passées, nous pouvons nous intéresser à la partie du jour qui à nouveau voit s'affronter la jeune Urushi contre Ayumu. Le premier coup joué par Ayumu est le même premier coup qu'il avait joué lors de la partie précédente, à la différence près que cette fois-ci c'est lui qui commence. Comme je l'évoquais déjà lors de la partie précédente, ce premier coup qui a pour objet d'ouvrir la diagonale du fou est le premier coup le plus joué dans les parties de shogi. Ce n'est pas le seul, mais c'est une variante qui est très utilisée. Il a l'avantage, comme évoqué, d'ouvrir la diagonale du fou et donc de créer une pression immédiate sur la diagonale adverse et ne révèle pas à l'adversaire quel type d'ouverture on va jouer ou du moins donne peu d'indications sur le sujet puisque plusieurs ouvertures peuvent convenir à ce type de coup. Urushi cette fois-ci fait le choix d'ouvrir également sa diagonale de fou. Ça donne un équilibre dans la partie. On pourrait croire à une prise de risque. Alors effectivement, le fou de Sente peut aller attraper le fou adverse, mais celui-ci est repris immédiatement par le général d'argent ou par la tour, donc la prise de risque est relativement faible. Il existe des ouvertures néanmoins qui commencent par un échange des fous, c'est-à-dire que chacun va prendre le fou de l'autre et l'avoir en réserve pour être utilisé plus tard. Dans le cas présent, Ayumu est quelqu'un de prudent, il a affaire à quelqu'un qui est logiquement plus fort que lui au shogi, donc plutôt que de prendre le risque d'avoir un fou échangé et donc un fou dans la main de son adversaire, il préfère boucher la diagonale en montant le pion en 6F. L'ouverture habituelle de Ayumu, comme on a pu le voir déjà lors de la première partie, est de jouer Shikenbisha, c'est-à-dire tour en 4e colonne. Alors notez ici que la colonne elle porte le numéro 6, c'est parce que les numérotations se font depuis le coin en haut à droite, mais du point de vue d'Ayumu, il s'agit bien de sa 4e colonne. Et donc l'appellation de cette ouverture est bien tour 4e colonne, ou en japonais Shikenbisha. Urushi a aussi ses habitudes de jeu. Lors de la première partie, nous avions vu qu'elle avait joué tour fixe, et bien là, on retrouve exactement le même coup, à savoir la montée du pion de la tour, dans le but d'essayer d'exercer une pression sur la tête du fou. On retrouve une situation similaire à ce que nous avons connu lors de la première partie. Le pion de la colonne 8 a continué à monter et ainsi crée une réelle pression sur la case 8F qui oblige l'adversaire, en l'occurrence Ayumu, à réagir et donc à monter son fou pour couvrir cette zone. Pour ceux qui auraient besoin de détails sur ce point, je vous invite à regarder la première vidéo qui explique un petit peu plus en détail ce sujet. Pour enfoncer son attaque, Urushi fait monter son général d'argent. On va voir après comment l'exploiter. Ayumu lui a l'air plus prudent, plutôt que de développer son attaque, il commence à aller mettre son roi à l'abri. Là on commence à voir une vraie différence de jeu entre les deux, puisque
Au lieu de commencer à déplacer également son roi, ce qui serait assez habituel, Ulushi fait le choix de monter son argent au-dessus de sa tour, donc de continuer son attaque. Et Ayumu, lui, crée sa défense un petit peu à la manière dont il l'avait fait lors de la première partie. Alors là, on note vraiment une différence entre un joueur qui va être très offensif et donc qui fait le choix de donner la priorité à son attaque par rapport à un joueur qui lui est plus défensif et qui donc fait le choix de d'abord et avant tout mettre à l'abri son roi. Alors, la position que prend ici Ulushi avec sur la même colonne un alignement d'une tour, d'un argent et d'un pion est assez typique d'une ouverture que l'on appelle le Bo-gin ou encore bâton d'argent. Cette structure permet en fait de développer une attaque qui vise la case 8F et ensuite plus généralement la colonne 8 en associant la force du pion, de l'argent, soutenu par une tour qui reste sur sa ligne de fond. Curieusement, Sentei ici continue à construire sa défense. C'est peut-être un peu exagéré dans le sens où en principe au shogi on essaie d'avoir un équilibre entre les deux parties, tant au niveau de l'attaque que de la défense. Dans la partie qui s'annonce ici, on a déjà vu que Ayumu avait fait le choix de déplacer son roi de 2 cases, donc de commencer à avoir une défense pour son roi, tandis que Ulushi, elle, lançait son attaque. Donc globalement, Ayumu avait un peu d'avance en matière de défense par rapport à son adversaire, et donc il aurait été logique de se mettre à lui-même rattraper son retard sur l'attaque, sachant qu'il avait de l'avance sur la défense. Et pourtant, il continue à mettre son roi à l'abri. De la même manière, ce qui est étonnant d'un point de vue de Ulushi, c'est de négliger sa défense et de continuer à développer son attaque. Elle peut néanmoins se le permettre, puisque Ayumu, lui, n'a pas l'air d'être très offensif dans cette partie. Haha, ce coup peut vous surprendre. Pourquoi déplacer une lance d'une case alors que de toute façon, elle a tout autant de possibilités d'avancer par la suite ? Eh bien, en réalité, ce coup est une préparation pour aller cacher le roi dans son coin ici. Continuons un petit peu la partie pour revenir sur ce point par la suite. Donc Ulushi, face à cette situation, s'entête dans son attaque. En fait, là, ça a tout à fait son sens, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Manifestement, Ayumu persiste dans sa volonté de défendre le roi à tout prix et vient le cacher dans le coin du plateau en 1i. La défense qui s'annonce s'appelle Anaguma, ou encore l'ours dans son trou. Je vous propose de vous montrer à quoi elle est censée ressembler à la fin. Une fois le roi mis dans son trou, on monte le général d'argent au-dessus, puis on rapproche le général d'or, de manière à connecter les deux pièces comme nous avons pu le voir lors des parties précédentes, et ensuite on déplace l'autre général d'or, de manière à renforcer encore cette défense. C'est une des défenses qui est considérée des plus solides au shogi. Néanmoins, il existe évidemment des techniques pour la faire sauter. Simplement, ça prend un peu plus de temps à la fois à être construit et à être démoli. Le fait qu'Ayumu fasse le choix de construire sa défense lui prend beaucoup de temps. On a déjà vu, alors que la défense est loin d'être terminée, qu'il a pris beaucoup de retard en matière d'attaque, ce qui permet à Ulushi de négliger la sienne. Mais si vous regardez le nombre de coups qu'il lui reste encore à faire pour construire cette défense, vous comprenez que ça peut vite devenir compliqué. Mon conseil sur le sujet est évidemment non pas de négliger une défense de type Anaguma, qui est une défense très intéressante, mais de la construire par étapes. Il n'y a pas nécessité à construire immédiatement un château aussi fort. Pour prendre une référence à des châteaux que nous avons déjà vus lors de la première partie, Ayumu aurait très bien pu par exemple commencer par construire un bateau, puis par la suite, lorsque la situation le lui permettait, de développer sa défense pour arriver jusqu'à une situation de type Anaguma. Mais dans la partie qui nous intéresse, regardons un petit peu ce qui va se passer. Une fois que le roi est rentré dans son trou, que va faire Ulushi ? Eh bien, tout naturellement, elle va continuer son attaque. Elle a tout à fait raison de le faire. Le message de son adversaire est relativement clair. Je vais construire Anaguma. Donc elle sait
donc elle a beaucoup de temps devant elle pour la construction de la défense qui va être difficile à casser. Donc sachant qu'elle a de l'avance sur l'attaque, elle a tout intérêt à persister dans son attaque de manière à ne pas laisser le temps à Ayumu de respirer. En bougeant ce pion, elle menace le fou qui doit donc fuir. Le fou revient donc sur sa case initiale. C'est un point important. En plus du retard pris dans son attaque, Ayumu vient de perdre un temps puisqu'il a eu à monter ce fou pour ensuite le redescendre. Et en plus, le fou maintenant ne protège plus la case 8F qui était le thème de départ de la partie. Et donc, Urushi peut lancer son attaque sur cette colonne. Ici, afin d'éviter la promotion d'un pion en 8G, Ayumu n'a qu'une seule solution possible, c'est de prendre ce pion. Mais ce faisant, il crée une case vide en 8G sur laquelle Urushi peut parachuter un pion. C'est ici que la partie se termine dans le manga, et où Ayumu reconnaît sa défaite. Vous pouvez avoir l'impression que c'est un petit peu tôt pour abandonner, mais en l'occurrence, l'avance prise par Urushi dans cette partie est flagrante. Le fou ne peut plus bouger, il sera nécessairement capturé rapidement. En plus de ça, la colonne 8 est sous dominance de la tour et du général d'argent. Et pour terminer, une fois le fou Sente éliminé, le fou Goté aura toute capacité à pouvoir prendre le pouvoir sur sa diagonale. Donc en fait, dans cette situation, non seulement le fou va être capturé, mais en plus l'attaque va pouvoir perdurer, et probablement que la tour de Sente sera également perdue assez rapidement. C'est la raison pour laquelle, devant une telle avalanche de force, Ayumu a préféré immédiatement abandonner. Par exemple, à ce moment de la partie, tandis que Urushi vient de monter son argent en 8D, Ayumu, au lieu de persister à déplacer son roi vers la droite, aurait pu simplement monter son général d'or ici. Nous retrouvons ainsi la défense du bateau, telle que nous l'avions vu dans la vidéo précédente, qui était déjà une défense suffisante à ce moment de la partie. Tandis qu'Urushi montait son pion en 7D, Ayumu aurait pu monter son argent pour commencer à défendre. Dans cette situation, si Urushi persistait à lancer son attaque comme elle l'a fait dans la partie du manga, Ayumu aurait pu monter son argent ici pour limiter les dégâts. Ainsi, ce n'est pas la meilleure situation. Il aurait fallu réagir déjà un petit peu plus tôt, mais au moins, ça sauvait les meubles. Voilà, cette vidéo sera beaucoup plus courte que la précédente, la partie ayant également été beaucoup plus rapide d'ailleurs. Le point à retenir de cette partie, c'est certainement la construction de Hanaguma, qui consacre 3 généraux pour la défense, comme d'ailleurs la majorité des défenses au shogi, mais qui les regroupe dans un coin de manière à créer une espèce de mur infranchissable derrière lequel peut se mettre à l'abri le roi. On peut imaginer différentes manières d'attaquer ça, il existe même des vidéos disponibles qui vous expliquent ces techniques-là. L'objectif ici étant simplement de vous montrer l'idée qu'avait Ayumu derrière la tête. Il s'agit d'une défense assez classique au shogi et donc autant la connaître. Le défaut de cette super défense ultra solide, c'est évidemment le temps qu'il faut pour la construire. Donc si elle vous séduit, soyez attentif au fait de ne pas trop prendre de retard en la construisant. Essayez plutôt de passer par des étapes intermédiaires avant d'y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour explorer très rapidement la 3e partie de ce manga À quoi tu joues, Ayumu.